Ce qu'on vous a jamais dit sur le plus durable des premiers ministres du Canada tient en une scène de cinéma. Un homme seul, au cœur de la nuit, marche sous les lampadaires d'Ottawa. Dans sa poche, le Canada entier, crise, élection, d'air. Dans sa tête, des voix, sa mère disparue, des chefs d'État morts, un gouverneur général charismatique, et surtout, des phares réels. Ou rêvés, jamais épousés, parfois soupçonnés, souvent idéalisés. L'homme s'appelle William Lyon Mackenzie King. Il gouvernera plus longtemps que quiconque, mais ne partagera jamais son lit conjugal. Et c'est là le paradoxe qui vous tiendra jusqu'au bout. Comment le maître des compromis politiques a-t-il vécu une vie intime faite d'attentes suspendues, d'ombre, de confidences murmurées, et d'un besoin inextinguible de présence féminine, sans jamais dire « oui » à l'hôtel. Il naît le 17 décembre 1874, héritier d'un nom lourd, son grand-père n'est autre que William Lyon Mackenzie, le « petit rebelle » de peur. Canada, journaliste incendiaire et meneur de rébellion. À la maison, c'est pourtant une autre figure qui façonnait l'enfant, Isabelle Grace King, la mère, lumière dévorante. King la vénéra toute sa vie jusqu'à converser, dit-il, avec son esprit, et la placera au centre d'un panthéon intime qui guidera ses élans comme ses scrupules. Cette dévotion explique déjà une part de l'énigme. Si King aima la compagnie des femmes, il recula presque toujours devant l'idée d'en choisir une, contre sa mère. Les biographes soulignent qu'il s'attendait à se marier, qu'étudiant à Chicago, il demanda à main d'une infirmière, puis renonça. Invoquant ses devoirs familiaux, ses ambitions et une prudence d'ascète politique. Les journaux de l'époque et le dictionnaire biographique du Canada corroborent ce motif, goût sincère pour les femmes, mais aversion pour les chaînes d'un engagement qui pourrait contrarier sa carrière et son culte filial. Tandis que le jeune fonctionnaire grimpe à Ottawa, un autre lien féminin s'installe, discret et durable, Joanne Patson. Mariée à un haut fonctionnaire, voisine, confidente, hôtesse improvisée lors des dîners où le célibataire aurait bien eu besoin d'une épouse officielle. Leur amitié, et peut-être plus, traverse les années 1930, pendant que King gouverne un pays à bout de souffle. Les sources sérieuses parlent de proximité, dîner, voyage, présence à ses côtes, parfois même hôtesse dans sa voiture privée l'or. De déplacement, autant d'indices d'une intimité tenue mais constante, que King, homme de rite et de retenue, préservé derrière une barrière de convenance. Les details sont suffisamment répétés pour être plausibles, mais les historiens restent prudents sur la nature exacte du lien. L'essentiel tient à la fonction sociale que Patson remplit pour ce premier ministre sans épouse. Car King, c'est l'obsession du contrôle. En politique, il temporise, sans le vent, fait parler son flair, en prive, y écrit, inlassablement, un journal qui court de 1893. Jusqu'à quelques jours avant sa mort en 1950. C'est là que se nichent les aveux, les hésitations, les prières, et, dit-elle, qui fera scandale des décennies plus tard, des allusions nocturnes à des promenades, dans la ville, strolling, dont certains lecteurs infèrent des rencontres tarifées. Mais les preuves sont ambiguës, disent les archivistes, l'historien C. Pestessi met en garde contre les interprétations trop sûres. Un podcast de Bibliothèque et Archives Canada résumait l'affaire sans sensationnalisme, des notes existent, la culpabilité aussi, mais l'évidence demeure équivoque. Là encore, l'intéressant n'est pas la certitude d'une faute, c'est la machinerie morale de King, sa façon de négocier avec lui-même. Comme il négociait avec des provinces, culte de la pureté, aveux chuchotes, promesses de s'amender. Pour comprendre comment ces femmes, présentes, absentes, rêvées, s'inscrivent dans sa biographie ascendante, imaginez à bande-son d'une époque. Au début du XXe siècle, le Canada s'urbanise, l'industrie gronde, des grèves éclatent, et King, spécialiste du travail et des conflits sociaux, sert même un temps de conseiller à John D. Rockefeller Jr., après la tragédie du Colorado. Le célibataire brillant, costume sombre et regard humide, écoute. Il écoute les ouvriers, les patrons, les clients politiques, et il écoute les voix de l'autre monde. Car King n'est pas seulement le champion du compromis, il est aussi spiritualiste, adepte de séances, médium, signes, table tournante. Au point d'en faire un rituel régulier jusque tard dans sa vie, selon des travaux récents d'Anton Wagner, d'autres, comme Stacey, estiment qu'il mit son occultisme en veille pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre ces deux lectures, le fil rouge n'est pas l'ésotérisme spectaculaire, mais la quête d'approbation, de sa mère,
des morts, de l'histoire et parfois d'une amie assise tout près de lui, Joan Patson, lors d'une séance de 1934 où, d'après un récit, un esprit coquin s'invita à leur proximité dans un code de coup-frappe. On croirait une scène de comédie romantique fantomatique, c'est pourtant l'ombre portée d'un désir tenu à distance, ritualise, sécurisé par les codes. À cet endroit du récit, l'image se précise, pas de « grande maîtresse », connue qui aurait scandalisé Ottawa, pas de mariage secret, aucune épouse. Mais des amitiés féminines solides, aux contours parfois flous, qui remplissent des rôles, confidentes, hôtesses, miroir moral, muse intellectuelle. Les biographes sérieux notent aussi un tropisme canalisé par l'esthétique, promenade dans les jardins, fleurs, chiens tous nomment. Hâte, portrait de femme idéale qui ressemble étrangement à sa mère, pureté, douceur, hauteur d'âme. Ce n'est pas l'érotisme tapageur des tabloïds, c'est une dramaturgie de l'intimité faite de symboles, de lettres, de silences, de pages de journal. Et chaque fois que le réel menace de bousculer ce théâtre, une proposition concrète, une perspective d'union, King se retire à Kingswear. Son refuge, où se réfugier dans l'écriture et les signes. Reste la politique, l'autre scène où les femmes, même absentes, pèsent. Dans un Ottawa règle par l'étiquette, ne pas avoir de femme, c'est ne pas avoir de maîtresse de maison pour recevoir diplomate et député, King le sait, il ressent le manque, confiera un contemporain. Parfois, Joan Patson occupe la place, délicatement, sans titre. Cette substitution dit tout, un homme incapable de déléguer ses affaires du cœur mais prêt à déléguer l'apparence d'un foyer pour la raison d'État. Le règne de King, 1921 à 1926, 1926 à 1930, 1935 à 1948, est une leçon de patience, de tempo, de couloir parlementaire, sa vie privée. Elle, est une scène de répétition permanente, où l'on ajuste la lumière mais où la première n'a jamais lieu. Et pendant ce temps, ses journaux s'épaississent. Il y insiste, il sépare ses expériences spirituelles de ses décisions politiques. Stacy en fera sa dise, l'occultisme n'aurait pas pèse sur la conduite de la guerre, tandis que d'autres, plus récemment, soutiendront que le spiritualisme fut une source d'équilibre et de confiance jusque dans les dernières années, un lubrifiant psychique pour le plus difficile des métiers. Le débat est passionnant non parce qu'il tranche, mais parce qu'il met à nu la structure intime de King. Pour agir en public, il lui faut réassurer son monde intérieur, y compris par des voix féminines sublimées, la mère d'abord, puis les amis, présence médiane, qui stabilise l'homme public. Alors, parlons images, puisqu'un film se prépare. Voyez King, penche sur son journal, plume qui griffe, puis lève au milieu de la nuit, en redingote, pour une marche de pénitence, dans les rues. Voyez la table d'un dîner officiel, fauteuil vide à la droite du Premier ministre, et Joan Patson qui glisse à cette place comme une ombre bienveillante. Voyez la chambre claire à Kingswear, photo de femme idéale sur la commode, bouquet d'œillets pour la mère, et, dans un coin, la table tournante qui attend les coups codes. Et sur le bureau, la lettre jamais envoyée à une infirmière de Chicago qui, un jour, avait dit « oui », puis fut congédiée par l'ambition et l'angoisse. Chaque plan n'est pas une preuve, mais le langage d'un homme, rituel, contrôle, culpabilité, consolation. On dira qu'il y eut d'autres femmes, d'autres noms soufflent par la rumeur, parfois relaient avec légèreté par des plumes journalistiques. Prompte à écrire « maîtresse », là où les archives ne disent que « proche ». Qu'importe pour l'instant, notre fil n'est pas le scandale, c'est l'économie du désir chez un homme qui gouverne comme il aime se part. Approche successive, par signe, par absence d'irréversibilité. Et c'est pourquoi l'histoire de King se prête si bien à un crescendo dramatique, plus son pouvoir public s'affermit, plus sa vie privée s'enfonce dans les zones grises, où les femmes existent sans statut, sans serment, sans dénouement. Car voici le vrai nœud, pendant que le monde brûle, crise de 1929, montée des fascistes, déclaration de guerre, King s'en remet à des boussoles intérieures. Chien, pattes, aux pieds, photographie de sa mère en sentinelle, hôtesse amicale à sa table, médium le soir, et, plus tard, seul, à peser chaque mot du lendemain. Les historiens modernes insistent, cette infrastructure émotionnelle n'est pas qu'excentricité, elle alimente sa patience stratégique. Sa gestion du temps, cette manière de laisser venir la solution jusqu'à ce qu'elle devienne la seule possible. On peut sourire, on doit aussi reconnaître l'efficacité. Et se demander, dans cette architecture d'ombre,
que deviennent les femmes? C'est ce que nous allons explorer, pas à pas, dans les épisodes suivants, les promesses manquées, les amitiés à mi-mot, les soupçons qui collent et la façon dont tout cela façonnait l'homme d'État autant que ses budgets et ses traites. Imaginez Ottawa, fin d'après-midi, la lumière d'hiver bleuit les toits et un froid sec fait crisser la neige. Dans un salon sans maîtresse de maison, un feu crépite. Le Premier ministre rentre tard, pose son chapeau, arrange des fleurs, toujours impeccable, et déroule la nappe pour un dîner à deux soigneusement orchestre, sans qu'aucun engagement n'y soit jamais scellé. La scène a l'élégance d'un ballet, William Leo Mackenzie King en maître d'orchestre de sa solitude, et, en face, une femme qui sait quand parler doucement, quand détourner la conversation, quand recevoir à sa place. Elle s'appelle Joanne Patson. Mariée, voisine, confidente, parfois hôtesse au dîner ou une, première dame, aurait dû présider, elle devient l'alibi social d'un célibataire qui gouverne un pays et qui, pourtant, redoute de se donner. Les témoignages sérieux la décrivent au plus près de la vie quotidienne de King, voisine en ville, invitée à Kingsmere, parfois. Sa droite au dîner, présente jusque dans ses réseaux affectifs, et cela durant des années. Rien n'indique un mélodrame, tout indique une intimité de confiance, à la fois indispensable et soigneusement tenue à distance. C'est une clé pour comprendre l'homme, il déléguait l'apparence d'un foyer, la chaise de l'hôtesse, sans jamais déléguer son cœur. Le paradoxe naît bien avant Joanne. Étudiant, le jeune King pense réellement se marier. À Chicago, il demande la main d'une infirmière, puis recule, devoir envers sa famille, ambition sans frein, réticence à mettre des chaînes sur sa vie, ainsi résumé sobrement le dictionnaire biographique du Canada. L'image est saisissante, un jeune homme qui paie les dettes de son père, soutient sa mère, rêve de service public, et, quand l'occasion d'un foyer se présente, s'interdit d'entrer. Cette dérivation, l'énergie conjugale transformée en énergie politique et filiale, n'est pas inditée, elle irrigue 40 ans. D'habitude, du fleuriste à la voiture officielle, jusqu'au moindre pli d'un mouchoir. À mesure que sa carrière prend son essor, la présence féminine se déplace du domaine de l'engagement à celui du rituel. King écrit son journal comme on maintient un sanctuaire, des pages quotidiennes, méticuleuses, qui racontent autant le pays que ses confidences. C'est là, dans cette mine de notation, que se logent les passages brûlants qui, des décennies plus tard, déchaîneront la curiosité. En 1976, l'historien C.P. Stacy publie A Very Double Life et, s'appuyant sur ses carnets, propose une dise, King aurait fréquenté des prostituées dans sa jeunesse et, parfois même, dérive la nuit dans Ottawa à la recherche d'une âme à sauver, version dont Stacy s'amuse à contester la naïveté. D'autres historiens nuancent, les textes sont ambigus, les dates discutables, la psychologie, scrupules, tentation, veut plus saillante que des faits inattaquables. Mais le choc public restera, le Premier ministre le plus durable du pays aurait, dans l'ombre, négocié avec le désir comme avec des budgets à coups d'auto-interdiction, de repentir, de phrases à demi-mot. La preuve? Elle ne porte pas de sceau notarié. Elle ressemble plutôt à une écriture de fièvre, mention d'errance nocturne, allusion à des promenades, culpabilité religieuse, résolution morale. Stacy, qui a eu accès à des portions du journal, cite même un dimanche soir où King, sortant d'un discours à l'église, s'en va stroller. Et conclut sèchement, les déclarations sur le « salut des âmes » servent surtout à blanchir l'impulsion. À l'inverse, des chercheurs rappellent qu'un mot de King à un confident en 1916, aucun contact depuis 6 ans, rend l'accusation d'habitude bien moins solide, voire contestable. D'autres soulignent l'obsession d'une pureté physique chez King, la peur que toute déperdition ne l'affaiblisse, qui pourrait expliquer les pages de lutte intime sans qu'on y lise un catalogue d'actes. Le dossier, pour qu'il examine sans voyeurisme facile, parle d'un théâtre intérieur où le héros se bat contre son propre corps et d'un pays entier, par ricochet, gouverne par un homme qui entend domestiquer instinct par la règle. C'est ici qu'entre Joanne Patson, non pas comme preuve d'un roman clandestin, mais comme ingénierie de la présence. King le confie à des proches, l'absence d'épouse l'handicape socialement. Une première ministre de maison manque à l'étiquette d'Ottawa, un fauteuil reste vide au dîner, un diplomate n'a pas la douceur d'une voix à qui confier les derniers invites quand lui doit filer un télégramme. Joanne, elle, remplit le rôle, à table, au salon,
à Kingsmere, jusqu'à recevoir, parfois, dans la voiture privée du chef de gouvernement. On voit alors l'architecture affective se dessiner, l'homme public aménager une zone neutre entre lui et l'engagement, un espace d'intimité fonctionnel où une femme qui l'estime protéger son image et soutient son humeur, sans mettre en branle les engrenages du mariage. Le geste n'est pas cynique, il est prudent. C'est la prudence d'un être pour qui chaque lien est un risque de rupture avec sa mère, sa vocation, son sens de la mission. Et pourtant, à l'abri des tentures, la dramaturgie devient parfois presque comique ou troublante. King est spiritualiste. Il croit que les morts peuvent répondre, que les tables savent parler. Des séances s'organisent. On y communique par code de coup-frappe, il faut s'asseoir tout près. Cela prête au malentendu coquin ainsi, un soir de 1934. Où, dit-on, un « esprit » se mêle avec insistance des places de King et de Johan Patson. On serait tente d'y voir un vaudeville d'outre-tombe, on y lira plutôt le goût de King pour un désir en cadre, ritualise, sublime part. Les voix, jamais brutales, toujours filtrent. Sur ce point, même les historiens divergent. C. P. Stacy estime que la Seconde Guerre mondiale a renvoyé l'occultisme aux coulisses, Anton Wagner, qui a consacre 2 gros volumes. Au sujet, maintient que King n'a jamais cessé ses pratiques, y trouvant même un appui psychique à sa conduite du pouvoir. L'important n'est pas de trancher, l'important est d'entendre la musique maternelle, féminine, spectrale, qui accompagne King jusque tard dans la nuit. Mais revenons à la carte des femmes dans la vie de King, car elle ne se limite pas au salon feutre d'Ottawa. À Toronto, dans les années 1890, on trouve l'épisode Elizabeth Harvey et la mystérieuse Edna, une entreprise de sauvetage d'une jeune prostituée dans un Toronto victorien où philanthropie et contrôle social s'entremêlent. L'histoire, reconstituée par des chercheurs, fait voisiner piété, psychodrame et bonnes intentions. Elle dit combien King, jeune, projette sur les femmes un mélange d'idéal moral et de mission personnelle. C'est un motif récurrent, la femme comme épreuve et comme preuve d'utilité, de bonté, de maîtrise de soi. De là la terreur d'un mariage qui l'enchaînera, de là la quête, compulsive, de signes qui garantissent que l'âme approuve. Autre image, cinématographique, Kingsmere, l'asile du chef. On y entend l'écho des pas, le crissement de la neige, le chien patte qui suit son maître, et ses anges de pierre, sculptures récupérées d'Angleterre, dont le voyage fut organisé, dit-elle délicieux, avec l'aide de la famille Patson. Le décor est près que trop parfait, jardin ordonne, symbole religieux, relique sentimentale. On croirait un plateau de film méticuleusement agence pour tenir à distance ce qui, au centre, demeure inassimilable, irrécusable. Besoin d'une présence féminine, sans le pacte. Les rumeurs, bien sûr, voleront autour de ce vide. D'aucuns chuchoteront que King aurait aimé un homme, Lord Twilsmuir, le gouverneur général qu'il a choisi, d'autres insisteront sur la fréquentation régulière de prostituées. Sur tout cela, la documentation est mouvante et doit être maniée avec la prudence d'un archiviste. Les biographies générales notent la solitude organisée de King, ses amitiés féminines, son besoin d'une hôtesse. Elles rappellent que l'homme, loin d'être un ascète froid, aimait la compagnie des femmes et s'attendait à se marier, mais recula, toujours. C'est peut-être là, finalement, l'explication la plus solide, un tempérament qui transforme l'intensité en contrôle, l'attachement en rituel, l'élan en attente. Pour votre voix off, imaginez la montée d'un crescendo psychologique. Au début, un jeune diplôme écrit sans cesse, rêve d'épouser une infirmière de Chicago, collectionne les signes, s'éprouver dans des entreprises de secours moral. Au milieu, le leader, cercle de crise, invente une logistique de l'intime, une amie mariée qui accueille, une table aux esprits qui répondent, un chien fidèle, des fleurs qu'on change, et un pays qui l'attend au perron. À la fin, l'homme le plus puissant du Canada, encore célibataire, marche dans la nuit d'Ottawa comme dans un rite expiatoire, voilà l'image choc. Et, derrière lui, la silhouette de Joanne, ni maîtresse ni épouse, mais voix basse et gestes sur qui tiennent les coutures de la vie sociale pendant que le chef tient les coutures du pays. Dramatiquement, la tension s'accroît quand l'histoire frappe à la porte. À mesure que la crise des années 1930 enfonce le monde dans la peur, King resserre ses contrôles, pas de promesses irrévocables, pas d'abandon de terrain intime. Les dîners se multiplient, les hôtes de marque passent, la chaise de l'hôtesse se remplit, et les journaux s'épaississent de prières.
De recommandations à la mère, d'aveux murmures à des médiums. On dirait que chaque femme, amie, figure idéale, mère morte mais omniprésente, fait partie d'un dispositif d'équilibrage émotionnel. Sans lequel King ne pourrait pas pratiquer son art favori, gagner du temps jusqu'à ce que la solution consensuelle devienne la seule acceptable. Les débats d'historiens l'illustrent. Pour certains, l'ésotérisme n'a pas filtre jusqu'à la décision publique, pour d'autres, il a servi de tuteur intérieur à l'homme d'État. Dans tous les cas, les femmes réelles, rêvées, convoquées sont le langage que parle King pour se persuader que la voie choisie est la bonne. Reste à nommer ce que l'on presse depuis le début, Mackenzie King n'a pas rate l'amour, il l'a architecture. Là où d'autres auraient connu l'explosion d'un scandale, il a choisi la discrétion, la délégation, l'allégorie. Joan Patson n'est pas l'héroïne d'un roman d'adultère, elle est la fonction et noble, digne, qui permet au célibataire le plus célèbre du pays de tenir la scène sans déroger à ses scrupules. Les controverses sur les prostituées. Discutables, parfois convaincantes, parfois non, mais elles confirment l'essentiel. Chez King, l'intime est un combat, pas une détente. Et un combat mené avec les outils d'un moraliste de l'ère victorienne, transpose dans la capitale d'un dominion moderne. Cela donne des images inoubliables pour votre film. La main qui se retient au moment de signer une lettre de fiançailles, la chaise vide, toujours prête pour une hôtesse, la table qui parle, quand l'homme ne sait plus à qui se confier, et, plus tard, la silhouette d'une femme qui ferme la porte du salon pendant que l'homme s'éclipse vers la salle du conseil. Et tandis que la caméra s'approche du visage de King, une question s'allume, comment cet homme, qui évitait toute irréversibilité dans sa vie privée, fera-t-il face à l'irréversible de la guerre? Comment l'architecture intime, mère, amie, médium, va-t-elle résister quand il faudra signer des décrets, envoyer des soldats, tenir tête à Churchill et plaire à Roosevelt? Ce contraste, la mécanique délicate de l'intime et la brutalité du monde, est le moteur de notre prochaine étape. Nous y verrons comment les femmes de l'entourage de King, leur voix, leurs gestes, leur silence, influencent sa façon d'exercer. La puissance, qui accueille qui à table, qui apaise après un débat, qui, d'un regard, ramenait King des abîmes de la culpabilité vers la planche à dessin du lendemain. Le Canada, dans cette lecture, n'est pas seulement administre par des budgets et des décrets, il est scande par des rituels privés, dont les protagonistes sont, pour une bonne part, des femmes. Imaginons maintenant la même maison d'Ottawa, mais les rideaux tirent plus serrés, dehors, l'Europe brûle, et chaque pas dans le couloir résonne comme un télégramme. À la table du conseil, William Leo Mackenzie King pèse les mots qui engageront des vies, rentre chez lui, le soir, il pèse les silences qui réparent la sienne. Entre les deux, une question le suit comme une ombre fidèle, comment un homme qui évitait toute irréversibilité dans l'intime affronte t-il l'irréversible de la guerre? La tension est là, palpable, presque visible, dans son pays, aucune épouse pour tenir la maison officielle, alors King invente, ou laisse inventer par d'autres, des moyens d'adoucir les angles. Une amie, Joan Patson, lisse parfois à sa droite, une hôtesse sans titre, un sourire qui rassure les visiteurs quand le chef s'éclipse vers un dossier urgent. Ce n'est pas un dicté mondain, c'est la manière dont un homme réorganisait le monde pour que son besoin de présence féminine ne s'oppose jamais à son refus de s'engager. Les historiens, qui s'accordent à dire qu'il ne s'est jamais marié mais qu'il comptait des amis proches, dont Joan, y voient une économie affective soigneusement calibrée pour l'homme d'État le plus durable du pays. Ce soir-là, par exemple, la caméra suit King de l'anticambre au bureau Tapis. Sur la table, des fleurs impeccables, un chien couche, toujours patte, et, pose à l'écart, ce carnet qu'il alimente depuis 1893. Son journal, sa contrevoix, sa confession. Les pages de guerre s'y accumulent, et avec elles des notations qui étonneront l'opinion publique des décennies plus tard, séances, signes, médium. Là encore, les versions divergent. Le militaire C.P. Stacy, biographe méticuleux, estimera que King a relégué l'occultisme à l'arrière-plan pendant la Seconde Guerre mondiale, refusant d'en faire une boussole politique. D'autres travaux plus récents soutiendront qu'il n'a jamais cessé ses pratiques et qu'elles l'ont aide à tenir sa ligne d'endurance, le temps long, la patience, le compromis jusqu'à la solution inévitable. Pour notre récit, retenons l'image, au cœur du fracas, un rituel discret, un langage prive ou les voix féminines, au premier rang.
Sa mère, morte mais convoquée, servent d'appui intérieur à l'homme public. Ce n'est pas tout, au milieu du vacarme législatif, King signe un geste qui dit, en creux, son regard sur la place des femmes dans la cite. En 1930, il nomme Kerryn Wilson première sénatrice de l'histoire du Canada. On pourrait y voir un simple jalon institutionnel, regardez-le plutôt comme la version publique de son intimité organisée cette façon d'aménager, par petites touches, un espace où les femmes comptent sans que lui-même se lie par un serment. Le même homme qui évitait l'autel ouvre une porte au Sénat, la rhétorique familiale et la logique d'État se croisent, se répondent. Parfois s'éclairent mutuellement. Coupé à Kingsmere, la retraite dans les collines de la Gatineau. La neige y chuchote, la forêt scande le temps, et la pierre raconte une histoire secrète, les anges. Deux silhouettes d'anciens cimetières anglais, transportées jusque dans le vestibule de Moorside, l'une des maisons de King, comme Silon avait voulu matérialiser la présence des protectrices silencieuses qui l'accompagnent. Les archives locales ajoutent un dit-il délicieux, parmi les proches pour qui il aménagea des usages sur le domaine, les Patsons. Joanne et son mari Godfrey eurent l'accès à un de ses cottages, Shady Hill, jusqu'à la mort du Premier ministre. Autrement dit, son théâtre privé avait des bancs réservés, l'amie sans titre, elle, avait une place fixe dans le paysage du chef. De retour à Ottawa, l'horloge sonne une visite, un soir de guerre, un dîner, des diplomates. La chaise de l'hôtesse ne peut rester vide. Le cérémonial exige une main féminine pour tenir la conversation au moment où le chef s'absente pour un appel avec Londres ou Washington. Parfois, Joanne s'assied. Parfois, une autre amie. La règle non écrite demeure, l'intimité fonctionnelle, jamais irréversible. Et cela se sent jusque dans les moindres détails, les fleurs toujours fraîches, la calligraphie apaisée des cartes de remerciement. Le plaisir de recevoir sans jamais s'engager. La mise en scène, loin d'être cynique, protégeait son équilibre. Les témoignages rassemblés par les archives publiques et les biographes confirment ce trait. King n'était pas insensible aux femmes. Loin de là, il aimait leur compagnie, mais il veillait à ce que la forme ne précipitait jamais la substance, à ce que la présence ne se transforme pas en promesse. Pour votre voix off, montrez-le en parallèle de ces rendez-vous historiques, un angle bas sur la table où l'on dresse les verres. Un chant contre chant avec un câble de Churchill, puis un plan serre sur la plume qui griffe le carnet. À l'écran, glissez une phrase, il sépare ses rituels de ses décisions. Dans le débat historique, certains affirment qu'il y parvint, d'autres que ses rituels lui furent un tuteur psychique, mais la tension cinématographique, elle, ne se dément pas, l'homme se parle, s'apaise, s'autorise, puis agit. Et lorsque la guerre l'épuisait, il marche dans la nuit, geste récurrent, presque expiatoire, qui rappelle ses errances de jeunesse. Celles-là même qui, révélées par la biographie de C. P. Stacy, scandaliseront le pays dans les années 1970, ces promenades, où il dit chercher à sauver des âmes, et que Stacy lira comme des périples vers les prostituées. Les archives et les chercheurs plus prudents insisteront sur l'ambiguïté de la preuve, votre narration, elle, montrera surtout la lutte, la volonté de dompter le désir par la règle, hier dans les rues, aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir. C'est sans doute là que l'on comprend le mieux l'architecture féminine du monde de King. Les femmes ne sont pas des personnages secondaires, elles sont les forces de rappel. La mère, omniprésente, sanctifiée, Joanne, confidente, hôtesse, ancre sociale, et, dans le halo des séances, des voix qui valident, consolent, préviennent. Quand l'orage politique menace, ses présences lui permettent d'user de son art souverain, gagner du temps jusqu'à ce que le consensus devienne la seule issue viable. C'est une politique de l'élasticité, c'est aussi une esthétique du retard amoureux. Pour sceller un compromis, King laisse un vote infusé, pour sceller un lien, il laisse infuser jusqu'à ce que l'envie passe, ou que le destin s'interpose. Et la guerre, justement, contraint le destin. Les trains emmènent des milliers d'hommes, le pays se transforme en atelier, et l'isolement de King se creuse. La solitude publique, celle du pouvoir, et la solitude privée, celle du célibataire, se superposent. Il faudra ici un gros plan sur son visage, un pli de fatigue, un sourire offert à un visiteur, puis ses yeux humides qui se détournent vers la fenêtre. La table est dressée, mais la chaise à sa droite reste vide jusqu'à ce qu'une amie la prenne, brièvement, pour sauver l'apparence. Pour tenir la conversation à l'heure où l'homme d'État pense à la conscription, au commerce avec les États-Unis,
au rapport avec Londres. Les fiches biographiques rappellent qu'il domina la scène de 1921 à 1948, qu'il fut l'artisan patient de l'autonomie canadienne. De l'effort de guerre, mais la caméra doit continuer de montrer le prix intime de cette maîtrise, une discipline sentimentale qui n'admet jamais l'abandon. Pendant ce temps, Kingsmere agit comme une cure. Il y modela la terre, ajouta des allées, choisit des statuaires comme on choisit des symboles. À Moorside, les anges de pierre semblent garder la porte contre le monde, dans le jardin, la géométrie apaise. Et, dit-elle qui vous donnera une scène d'une délicatesse poignante, l'un des cottages, Shadii, doit son usage prolonge à l'amitié. Les Patson y séjournent, comme si la maison savait toute seule où placer ses personnages. Vous pouvez filmer cela sans voix. Un matin d'hiver, la cheminée fume, une silhouette de femme referme une porte, le chien patte ses brouets. Et, au loin, King avance sur l'allée comme on regagne sa ligne de crête. Un film mérite d'être tiré, parce qu'il choquera sans tomber dans le sensationnel. Dans ses journaux, King se décrit en moraliste de l'ancienne école, dans la relecture qu'enfessée. Pestécie au milieu des années 1970, apparaît l'idée d'une double vie, austérité affichée et tentation nocturne. Les titres dans la presse d'alors s'emparent de l'affaire, séance, Ouija, Hooker, l'image du Premier ministre, bizarre, fait flore. Or les années aidant, les podcasts d'archives tempèrent, oui, il y a des indices, des aveux, des pages qui brûlent, non, la preuve n'est pas totale et l'accusation de récidive se heurte à des passages où King revendique des périodes d'abstinence. Pour votre récit, l'important n'est pas de trancher en juge d'instruction, mais de faire sentir le trajet de l'âme, l'oscillation. Entre culpabilité et contrôle, entre désir et rituel, et la manière dont cette oscillation se prolonge dans la pratique du pouvoir. Ce va-et-vient intime dit beaucoup sur sa stratégie politique. Là où d'autres leaders du XXe siècle se posent en homme de certitude, King se présente en homme d'assurance, au sens bancaire du terme. Il couvre le risque par la procédure, par la patience, par l'obtention de garanties, et, dans sa vie privée, il agit de même, il assure sa solitude par des présences féminines qui la rendent habitable. Votre montage peut oser la métaphore, un plan de documents budgétaires annote, puis un plan de menu de dîners officiels annote. Des lignes au crayon dans les marges, sur l'un comme sur l'autre, comme si l'homme gérait les comptes de l'État et ceux de son cœur avec la même minutie. Il faut enfin revenir à l'irruption du fantastique, parce que c'est là que votre film gagnera son grain. Dans une capitale raidie par les décrets, l'idée que le chef consulte des médiums pour apaiser sa conscience n'est pas seulement excentrique. Elle est cinématographique. Les sources opérantes, y compris des travaux récents et des récits populaires solidement documentent, confirment ce goût persistant. Pour le spiritualisme, avec des débats serrent sur quand et à quel point il fut actif. Mais, même dans la version la plus prudente, ce goût subsiste pendant la guerre, ne fût-ce qu'en sourdine, comme une musique d'arrière. Plan, la mère qui approuve, l'ami qui console, et le Canada qui, le matin, exige des ordres clairs. Au bout de ce parcours, l'énigme ne s'évaporait pas, elle s'épaissit. L'homme qui aurait pu vivre un roman bourgeois préfère une mise en scène où les femmes sont présentes sans être possédées, où l'intimité ne scelle pas les tiens. Et voilà que l'histoire lui donne raison, à l'heure de la reconstruction, le Canada cherche moins des coups d'éclat que des coutures solides. King se retire finalement en 1948, sans épouse, sans scandale tonitruant, mais avec un pays élargi, plus autonome, réconcilié provisoirement avec lui-même. Dans sa maison, il reste des photos, des fleurs, des anges de pierre, et peut-être, dans l'air du soir, l'écho d'une voix de femme. Qui dit, tu peux te reposer. Pour votre narration, c'est le moment de ralentir, d'entendre le grésillement du gramophone, de voir le héros éteindre la lampe en caressant Pat. Avant la dernière partie, celle où nous aborderons, sans détour, les rumeurs les plus tenaces, les lettres, les notes, les scènes. De frontières en ramitié, amour et scandale, laissez planer ce silence, un pays s'endort, un homme, lui, n'a jamais dormi sans dialoguer. Revenons à la maison au rideau tire, mais cette fois bien après les télégrammes et les cris de la guerre. La caméra traverse les pièces comme on remonte un courant, fleurs fraîches, fauteuil impeccablement oriente, table polie ou la lumière. Attrape encore quelques lignes d'écriture. William Lyon Mackenzie King n'est plus au pouvoir, il n'a plus besoin de composer des majorités ni de négocier la conscription ou les tarifs. Et pourtant, tout, absolument tout, continue de tourner autour d'un même axe, tenir, ritualiser, apprivoiser.
Les fans de cette histoire, la mère sanctifiée, l'ami qui accueille, l'infirmière de Chicago que l'on n'épousa jamais, les jeunes anonymes que l'on voulut sauver, les voix des séances, les invités qui, un soir, prirent place à la droite d'un Premier ministre. Sans épouse, ne quitte pas la scène avec sa retraite. Elles deviennent au contraire plus nettes, plus présentes, comme si l'absence du pouvoir révélait à l'œil nu la charpente secrète d'une vie entière. L'après-pouvoir de King, c'est un pays qui change d'échelle, urbanisation, immigration, diplomatie autonome et un homme qui revient à ses fondamentaux, la maison refuge de Kingsmere, le soin presque artisanal des objets, l'écriture du journal comme on ajoute patiemment une dernière couche de vernis. À Moorside, il vérifie les cadres, ajuste les rideaux, déplace d'un centimètre une statuette d'ange. On pourrait sourire. Mais regardez bien, cet ajustement millimètre est exactement le geste par lequel, toute sa vie, il aura réglé la distance entre lui et les femmes, jamais trop près, jamais trop loin, juste assez pour que la présence réchauffe et que l'engagement ne morde pas. C'est là, dans cette chorégraphie de demi-pas, que s'entend le bruissement d'un pays tenu par la patience. À ce moment du récit, il faut rappeler la promesse que nous vous avions faite, parler des rumeurs les plus tenaces, des lettres, des notes, des scènes de frontières. Car si l'homme public s'y retire sans scandale, l'homme privé laisse, volontairement ou non, une mèche allumée. Cette mèche s'appelle son journal. Des décennies de confidences, de notations, de repentir, de dialogue avec la mère disparue et avec l'histoire. C'est un monument intime que le Canada découvrira, médusé, dans les années 1970, quand la poussière des boîtes d'archives se soulèvera. Et que les phrases de King, celles qu'il n'avait jamais destinées à la une des journaux, sauteront au visage de la postérité. Dans leurs pages, on lira tout ce que nous avons déjà pressenti, la double scène, l'homme d'état méticuleux, l'homme nocturne qui marche, les scrupules d'un moraliste victorien perdu au XXe siècle, et surtout la figure récurrente du désir mis en cage, confie aux rituels, aux signes, aux intercesseurs. C'est alors que le public se passionne pour des mots qui, de leur vivant, n'avaient frappé que quelques confidences, promenade nocturne, strolling, sauver des âmes. Ce vocabulaire, à l'époque du cinéma moraliste des années 1940, foutait le réel. Dans les années 1970, il devient hautement inflammable. On recolle des morceaux, on recoupe des dates, on oppose les pages de contrition aux passages de fierté, on guette la faute comme on guette un front qui rompt. La figure de King se dédouble sous les néons d'une modernité plus friande de scandales que de nuances, d'un côté, l'architecte de compromis. Nombre, prudent, efficace, de l'autre, le promeneur de la nuit, possiblement client de prostituées à certaines périodes de sa jeunesse. Puis, peut-être répétant ses écarts à Ottawa sous couvert de piété. Tout dans le dossier appelle la nuance, et la nuance, par définition, ne claque pas comme un titre. Mais vous, dans votre film, vous pouvez vous permettre la complexité, montrer l'homme à la fois coupable et hésitant, tant et règle. En main, un homme qui se construit un théâtre moral intérieur pour tenir à distance ce qui, autrement, l'emporterait. Il faut, pour l'efficacité narrative, vous donner quelques cadres précis, des scènes que l'on voit sans forcer. Une lettre jamais envoyée, posée sous presse, où l'on devine encore le relief du stylo, on y lit l'élan rompu vers l'infirmière de Chicago, cette ombre de jeunesse qui revient quand on parle du futur manque. Une carte de visite de Joan Patson, glissée dans un livre de poésie, devenu signé au chapitre du « Voilà que je vous confie mon dîner ». Une page du journal daté au crayon, où une séance a été notée avec le detail d'un code de coup, les prénoms Tirahu et Adia. Mère, ami, parfois un nom d'inconnu, et, sur le côte, l'expression « pureté », cerclée comme un vœu. Une facture de fleuriste, des carnations blanches, encore et toujours, une laisse pour patte, un plan du domaine de Kingsmere avec. Au bout d'une allée, le petit chadi île où l'on sait qu'une amie, Joanne, ou sa famille, vint plus d'une fois habiter l'espace que King avait conçu comme un paysage moral en 3 dimensions. Puis, comment ne pas nommer les rumeurs contradictoires qui, à un moment, se penchent même sur l'hypothèse d'un penchant pour un homme. Lord Twismere, le gouverneur général. Là encore, la prudence s'impose. L'archive, quand elle existe, parle d'affection, de respect, de proximité de travail. C'est le genre de liaison que l'histoire aime parce qu'elle électrisait un récit, mais c'est aussi le moment où votre narration doit insister sur la texture plutôt que sur le verdict. La texture,
c'est une ville d'Ottawa où un célibataire garde la pose, où la politesse victorieuse masque le besoin d'une voile. Maison, c'est un pays où, politiquement, King ouvre des portes aux femmes, nomination historique d'une sénatrice, pendant qu'il, intimement, laisse la sienne entrouverte sans jamais la refermer derrière quelqu'un. Faites ensuite un détour par l'économie sociale de l'époque, on n'imagine pas ce que cela signifie, dans les années 1930 et 1940. Pour la diplomatie d'Ottawa, qu'une résidence officielle n'est pas de maîtresse de maison. Les soirées se jouent au millimètre, le protocole réclame une hôtesse qui place, sourit, relance, King n'en a pas. D'où l'importance, presque tactique, de Joanne Patson et de quelques autres amis, non pas des « maîtresses » au sens où l'entendent les gazettes, mais des gardiennes de seuil. Elles posent la main sur le rebord de la table, tiennent la petite cuillère de la conversation au moment précis où l'homme d'État s'absente. Dans votre voix off, donnez à ces gestes leur force politique, ce sont des mains invisibles qui stabilisent un édifice, ce sont des silences qui évitent des maladresses, ce sont des regards qui disent à un diplomate contrarié, restez encore un peu, le Premier ministre revient. Et, malgré tout, la rumeur persiste, comme une note marginale que l'on n'arrive pas à effacer. A-t-il, oui ou non, fréquenté des prostituées? Et qu'en est-il de ses promenades? A-t-il entretenu des liaisons? Il faut vous dire comment filmer cette question sans tomber dans la chasse aux frissons. Un plan séquence suffit, la caméra accompagne King, tard, dans la rue. Le trottoir brille, un lampadaire saigne une lumière pastille, le pas est lent, presque cérémoniel. Sur la bande-son, vous faites entendre le monologue d'un homme qui se reprend, rester pur, être digne, ne pas faillir. Puis, par une coupe sèche, vous passez à la table du matin, aux œufs, à la page de journal où il écrit « Hier soir, je me suis égaré ». Et vous laissez flotter l'ambiguïté. Le spectateur comprendra, au fond, ce qui importe, ce n'est pas la statistique du pêche, c'est la mécanique d'un être qui transforme le désir en rituel et qui transforme le rituel en outil de gouvernement, car la patience, l'art d'attendre, de temporiser, de défendre l'unité nationale, procède chez lui de la même éthique que ses renoncements privent. Il y a aussi la question des fans anonymes, celles qui n'ont pas de nom dans les livres mais dont la présence a compte, la secrétaire qui déchiffre son écriture, la voisine qui lui apporte un plat quand il a la toux, la bibliothécaire qui met de côte un volume sur les vies des saints. Pour votre narration, ne sous-estimez pas la puissance de ces figures secondes. Elles tracent autour de King un cercle de bonté et de contrôle. Le célibataire le plus célèbre du pays n'est pas seul comme un rocher, il est seul comme un chef d'orchestre qui a besoin d'un pupitre, d'un diapason, de répétitrices. Il y a, dans leur addition, une éthique de soins qui explique une part de la durabilité politique, quelqu'un vérifier les fleurs, un veille au protocole, quelqu'un, le soir, fait en sorte que l'homme qui n'embrasse pas puisse tout de même être en taule. Et puis, il y a la mort. Elle ne vient pas dans le scandale, elle vient avec la bienséance des grands départs. Le Canada se recueille. On évoquait l'homme d'État, le stratège de l'unité, le gagnant de temps, l'ouvrier du pragmatisme. Peu à peu, les maisons s'ouvrent, les pièces s'aèrent, les boîtes d'archives se déboulonnent, et les bibliothécaires posent, sur une table, des milliers de pages de journal. C'est là que l'histoire qui, d'abord, n'intéressait que les spécialistes devient roman national. Les hebdomadaires s'emparent de l'étrangeté, séances, photographies de fleurs, chien homme patte, promenade nocturne, les éditorialistes. Eux, se déchirent, peut-on aimer un chef qui parlait aux morts? Étonnamment, la réponse, au fil des années, devient plus nuancée. On découvre que les séances ne guidaient pas les budgets, que les fleurs n'étaient pas que superstition mais rituel d'apaisement. Que la solitude n'était pas arrogance mais discipline, et que les femmes autour de King, ses amies, ses voisines, ses hôtesses, furent moins des « intrigantes » que des inventrices d'un espace social qui permit au pays de tenir sans première dame officielle. C'est ici qu'il faut boucler votre crescendo. Dès le début, nous vous avons promis une contradiction, l'homme le plus durable au pouvoir ne se marie jamais. À la fin, ce n'est plus une contradiction, c'est une fonction. Le Canada a eu besoin, dans ces années-là, de quelqu'un qui sache attendre sans casser, ralentir sans s'enliser, écouter sans se dissoudre. Les femmes de la vie de King, mère, amie, hôtesse, silhouette de bienveillance, ont fourni la trappe émotionnelle sur laquelle il abrode sa politique du temps. Elles l'ont aidé à tenir sa ligne de crête,
à ne pas employer la force quand la procédure pouvait suffire, à composer quand on lui demandait de trancher. Et lui on donne la capacité rare d'être à la fois souple et infatigable. Et s'il y a eu des zones d'ombre, promenades qui dérivent, confessions qui brûlent, elles appartiennent au même système, celui d'un homme qui refusait la brutalité, y compris dans son propre cœur, et qui cherchait, parfois maladroitement, des valves. Ne vous y trompez pas, votre public n'a pas besoin d'un panthéon fige, il a besoin d'une âme en mouvement. Offrez-lui, dans l'ultime séquence, le plus cinématographique des plans, la nuit d'Ottawa, la neige qui absorbe les bruits, la fenêtre d'un salon qui s'allume. À l'intérieur, un fauteuil vide et, sur l'accoudoir, une lettre ouverte, cher ami, jamais envoyée. Le chien Pat relève la tête. On entend, lointain, le tic-tac d'une horloge. L'homme s'assoit, lit sa propre écriture, puis, sans théâtralité, éteint la lampe. La pièce bascule dans le noir. Et, avant que l'écran ne se coupe, vous laissez monter la dernière voix off, il a gouverné un pays avec la patience d'un cœur qui n'ose pas se précipiter. Il arègne les femmes comme on aime le contrepoint, nécessaire, structurante, présente, jamais confondue avec le motif principal. Et si vous cherchez le secret de sa durée, écoutez les allées de Kingsmere, elles vous diront que le pouvoir, parfois, tient à la façon dont on organise le manque. Coupé. L'histoire est finie, mais les questions restent, et c'est là qu'une œuvre trouve sa résonance. Qu'est-ce que King nous enseigne aujourd'hui sur la politique comme art du temps? Sur la place des rituels dans l'équilibre d'un responsable? Sur le rôle des femmes qu'on n'épouse pas mais sans qui un édifice s'écroulait? Et, plus intime encore, qu'est-ce que cela dit de nos propres théâtres intérieurs, ces scènes où l'on négociait avec nos élans pour tenir nos devoirs? Rien de tout cela n'excuse ni n'accuse. Cela éclairé. Et c'est en cela que votre film pourra ne pas être un procès d'archives ni une romance révisionniste, mais la biographie d'une architecture. Celle d'un homme qui a maintenu la cohésion d'un pays en maintenant la cohésion d'un monde affectif trop souvent relégué dans l'ombre. Pour refermer, offrez un épilogue en images, l'ange de pierre dans le vestibule de Moorside, la signature de Kerry Wilson sur un document du Sénat, la chaise à droite d'une table diplomatique qui, un soir, fut occupée par Joan Patson, une feuille de carnet. Où l'on déchiffre, à la loupe, « Je veux être digne » et ce ruban de route, la nuit, où un pas faisait craquer la neige. Sur ce palimpseste, incrustée une phrase, une seule, simple, presque tendre, le Canada, ses institutions. King avait ses rituels. Entre les deux, il y eut des femmes qui, sans bruit, ont tenu la lampe. Puis laissé parler le noir, et la musique la plus douce, comme une respiration après un effort immense.